Bonjour, je m'appelle Jérôme Loison, je suis président fondateur d'une société qui s'appelle Simple et qui est spécialisée dans l'abonnement et la mise en location d'équipements. Et j'ai été contacté par Justin, le président d'Imagreen, qui m'a demandé d'animer cette table ronde avec un certain nombre de participants à qui je vais demander de se présenter. Bonjour, enchanté, Aymeric Salmon, je dirige le conseil stratégique d'Imagreen et sur les sujets dont on va parler aujourd'hui, j'ai pu co-créer et diriger tout back-office de Lokio, qui était l'expérience location du groupe Boulanger, et j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises dans la mise en place de modèles d'économie de la fonctionnalité, d'économie de l'usage. On va faire la suite. Vincent Dargène, référent national économie de la fonctionnalité de la coopération à l'ADEME. L'agence de la transition écologique pour ceux qui ne connaissent pas, en charge d'accélérer la transition écologique et de faire une société un peu plus sobre et plus solidaire. Ouais, ça fait poli de bureau, ce truc. Donc, Fabrice Bonifay, donc, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues et président du collège des directeurs développement durable de C3D. Bonjour, je m'appelle Morgane et donc moi j'ai fondé, Morgane Longo, j'ai fondé tout simplement une plateforme de location de jouets. C'est venu d'un besoin personnel, j'ai cherché une solution pour pouvoir proposer des jeux à mes enfants sans passer par l'acte d'achat et à l'époque j'ai passé une nuit blanche sur internet, ça n'existait pas et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Libellou. Merci beaucoup. L'idée de cette conférence est d'être assez pragmatique et de vous montrer un petit peu les enjeux de la transformation d'un modèle plutôt linéaire à un modèle circulaire où on va avoir plusieurs générations sur un produit. J'aimerais qu'on commence avec Aymeric, qui a un peu introduit le sujet sur sa première expérience et sur les sujets les grands principes de l'économie de l'usage. Si vous pouvez nous en dire un mot, s'il te plaît. Oui. Alors l'économie de l'usage, c'est un des noms. Vous allez entendre parler d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui va être le cadre académique le plus rigoureux. Elle a pour vocation tout simplement de se concentrer plutôt sur la satisfaction des usages que sur la mise à disposition des moyens de les satisfaire. C'est une démarche, je tiens à insister dessus parce qu'on a eu la discussion avec Fabrice, qui est différente et complémentaire à la démarche de sobriété dans le cadre de la transition environnementale. La sobriété, on va plutôt chercher à aller réduire, modifier les usages. L'économie de l'usage, on va chercher à trouver des moyens de les satisfaire qui soient moins impactantes sur l'utilisation des ressources. Pour donner un exemple, on a déjà eu un certain nombre d'illustrations. En version grande consommation, on va passer sur l'usage par opposition à la propriété. Typiquement, je vais donner l'exemple que j'ai le mieux connu. Ce qui est important, c'est d'avoir du linge propre, c'est pas d'être propriétaire de sa machine à laver. Et donc, on va avoir des émetteurs de services qui vont mettre des biens qui servent à satisfaire les usages sur le marché, qui vont piloter toute leur gestion, avec comme idée de découpler. Puisqu'on va découpler la création de rentabilité de la mise à disposition de biens, on va découpler aussi de la production de biens, on va découpler la rentabilité de l'impact environnemental, puisque c'est la production de biens qui, aujourd'hui, est la plus grande responsable d'impact environnemental dans une bonne partie des modèles économiques. Voilà, et pour terminer, c'est un modèle qui va se trouver après les enjeux, les leviers d'éco-conception, de conception plus sobre, et avant les enjeux de recyclage de fin de vie, mais qui permet aux acteurs qui le pratiquent de pouvoir vraiment activer de manière pérenne ces deux enjeux, puisque les entreprises qui sont dans des modèles linéaires se rendent compte qu'aujourd'hui, elles ont des problématiques pour rentabiliser des investissements en éco-conception, ou que, comme elles cèdent la propriété de leurs biens, elles ne peuvent plus piloter les cycles de fin de vie. Voilà les grandes idées. Merci Aymeric. C'est vrai qu'on parle souvent de l'usage plutôt dans un modèle B2C qui parle plus à tout le monde, mais on a un marché B2B qui est plutôt largement mature en termes d'usage, en termes de location ou d'abonnement. Chez nous, dans notre métier, on loue des équipements depuis 20 ans à des professionnels et le principe même de l'usage existe depuis un certain temps. Fabrice, dans ton ouvrage « L'entreprise contributive », tu écris qu'on doit développer de nouveaux modèles d'affaires centrés sur l'usage et le partage. Alors chez Bouygues, quelle forme concrète ça prend en matière surtout dans les modèles d'affaires dans le bâtiment, s'il te plaît? En fait, on est parti du constat que les bâtiments qu'on construit depuis des décennies pour nos clients sont structurellement sous-utilisés, que ce soit des bâtiments tertiaires, publics ou privés, ou des logements. En France, il y a 6 millions de logements qui sont sous-occupés, parce qu'en fait, il y a 2 personnes pour 4 ou 5 pièces.
Dans les bâtiments tertiaires, il y a les taux d'occupation, c'est 20-25%. Les tertiaires publics, ça peut descendre en dessous de 20%. Et même quand c'est utilisé, c'est jamais utilisé la totalité des espaces. Donc en fait, on a des infrastructures bâties partout dans le monde qui, la plupart du temps, en fait, sont vides tout simplement. Alors bon, jusqu'à présent, ça a choqué personne. Sauf que, bon, vous savez qu'on touche quand même les limites planétaires et qu'on est dans un métier, dans une activité extrêmement intensif en ressources minérales pour construire. Et on s'est dit que ce serait quand même intelligent maintenant d'accompagner nos clients dans l'intensification des usages, des biens qu'on leur construit. Et donc on leur propose, pour ceux qui veulent, dès lors qu'on leur a construit une infrastructure, eh bien, de les accompagner dans la sous-location de certains espaces considérés comme partageables à leurs yeux. Donc, quand il s'agit d'un siège social ou d'un bâtiment tertiaire, bon, il y a des zones qui peuvent être non partageables, et puis il y a beaucoup d'espaces qui correspondent en moyenne à 40% des espaces sur ce type de bâtiment, les parkings, les salles polyvalentes, les restaurants entreprises, certaines salles de réunion, les auditoriums. Ce n'est pas complètement idiot d'imaginer que lorsque le preneur principal n'en a pas l'usage, qu'on mette à disposition ces espaces à des utilisateurs secondaires. Donc on intensifie l'usage. Exemple, un parking pour un bâtiment tertiaire qui sert la journée pour les gens qui se rendent dans ce bâtiment, s'il n'y a pas d'autre moyen que de venir en véhicule, bien sûr. Et puis la nuit, qui pourrait servir à des riverains qui n'ont pas de place de parking, par exemple. Donc ça paraît être du bon sens absolu, sauf que personne ne le fait, ou quasiment personne. Parce qu'il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes de système d'information, de savoir quand c'est libre, quand c'est pas libre. Enfin bref, rien n'est fait pour faciliter le partage. Bon, alors on s'est dit que ça serait peut-être bien de développer le système d'information de partage d'usage pour des bâtiments tertiaires, ce qui permettrait donc d'en construire moins in fine, parce que chacun n'aurait pas besoin de construire sa propre infrastructure. Et petit à petit, au fur et à mesure de la renouvellement des infrastructures, si on arrive à doubler, ne serait-ce que ça, le taux d'utilisation des infrastructures, on pourra désartificialiser notablement nos villes. Et ce qu'on ne gagnera pas en construction, on gagnera en rénovation et en exploitation. Alors pour les logements, c'est encore pire. Donc on va lancer là bientôt une gamme de logements où vous savez que dans les logements, il y a plusieurs phases dans la vie. Un coup, il y a les enfants, un coup, il n'y a pas les enfants, et les familles recomposées. Un coup, ils viennent une fois tous les 15 jours. Et puis un jour, ils partent complètement. Et puis on se retrouve avec des logements, comme je disais tout à l'heure, qui sont sous-utilisés. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire des logements beaucoup plus modulaires pour pouvoir faire à terme des logements dans le logement et de faire de la sous-location encore. Donc le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 6 millions, c'est énorme. Hein, si on arrivait ne serait-ce que pour 300 ou 400 000 d'entre eux, ce qui ne paraît pas 400 000 qui permettraient d'héberger ne serait-ce que 2 personnes par logement, ça fait plusieurs millions de personnes in fine qui vont pouvoir se loger alors qu'on n'aura pas besoin de construire 1 mètre carré, quoi. Donc ce partage d'espace, non seulement ça apporte de la valeur pour le propriétaire du bâtiment qui va donc récupérer des recettes d'exploitation qu'il n'a pas lorsqu'il n'a qu'un preneur qui ne paye qu'un loyer simple. C'est intéressant, plus qu'intéressant même pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise parce qu'on va moins multiplier les infrastructures inutiles. Et ça permettra aussi sans doute de baisser les coûts d'utilisation de ces infrastructures parce que plus vous avez une infrastructure qui est utilisée, plus le coût de l'utilisation est moindre parce que vous divisez par un plus grand nombre d'utilisateurs. Donc c'est du bon sens. Et ce service-là, c'est dans le cadre d'un concept building qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive, qui est un modèle économique qui va être mis en place et qui est en train d'être mis en place aujourd'hui et proposé à nos clients B2B, mais également à nos clients B2C pour le logement dans les années qui viennent. Merci Fabrice. Effectivement, là on a l'exemple d'un très spécifique du B2B dans le bâtiment. C'est super intéressant de voir comment vous y prenez. On a, nous, de notre côté, chez Simple, lancé l'offre en B2C vélo enfant.
est-il besoin de préciser que c'est B2C? Je ne suis pas sûr. Pour le vélo enfant, on a vu les difficultés à mettre en œuvre, même quand on a l'ensemble des services, à réussir à changer les modèles. Ça n'a pas été simple. Aymeric, toi qui as co-dirigé, fondé, et accompagné le déploiement de Lokeo chez Boulanger, quelles ont été les difficultés rencontrées au niveau financier, au niveau opérationnel, au niveau logistique, au niveau, enfin, tout ce que tu connais très bien sur le cycle de l'usage? Oui, en effet. Alors, le grand enjeu de ce nouveau modèle économique, c'est de gérer la substitution et de satisfaire l'usage par des offres d'usage plutôt que par des offres d'économie linéaire. Donc, il y a deux types d'acteurs. Il va y avoir les émergents, et Morgane nous en parlera beaucoup mieux. Et il y a la transformation des existants. Et ça pose beaucoup de difficultés qu'il faut anticiper le plus tôt possible. Et donc, c'est des projets qui doivent, et j'insiste dessus, être pilotés au plus haut niveau dans les entreprises et pas du tout être confiés à des silos dans l'organisation. Les problématiques, le premier et le plus lourd, et toujours dans toute transformation, c'est le choc culturel. C'est comment est-ce qu'on fait cohabiter dans un même espace, porté par des mêmes personnes, une même force de vente, qui a des incitations dans sa rémunération et dans sa formation à pousser un modèle, à faire cohabiter deux messages qui sont différents. Quand on dit l'important, c'est pas la propriété, c'est l'usage, comment est-ce qu'on le dit dans un magasin où on vend des biens? Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut accompagner la croissance d'un nouveau modèle tout en capitalisant sur une organisation et une marque existante, puisque sinon on se retrouve à dire j'ai une grosse structure, mais je dois quand même faire tous les investissements de croissance d'une nouvelle structure. Et c'est un petit peu absurde. L'idée, c'est de capitaliser sur l'existant. Donc, il faut réussir à piloter ce choc culturel. Ensuite, on a des gros enjeux sur la complexité des parcours clients qui doivent être cohérents justement entre ces deux modèles. Et parce qu'on n'a pas les mêmes modalités de paiement, on va être dans une part des paiements one-shot. On disait, nous, tout le temps... dans le modèle classique, quand un client passe en caisse, c'est fini. Dans un modèle d'usage, quand il passe en caisse, ça commence. Et donc, on n'a pas les mêmes modalités de paiement. On va introduire des notions de gestion de risque client. Qui dit risque client dit qu'on doit potentiellement pouvoir refuser des clients. Pour un commerçant, ce n'est pas quelque chose qui est habituel. C'est quelque chose que généralement, il sous-traite à ses établissements, à ses partenaires de financement. On doit retravailler tout CSI, puisqu'aujourd'hui, on gère des SKU, on gère une référence, et là, on doit pouvoir gérer un produit unitaire. Ce n'est pas le Rock Rider 520 pour reparler du vélo, c'est ce Rock Rider 520, celui-là, numéro de série AXB 32718, dont je dois suivre toute la vie. Donc, il faut un SI qui soit capable de gérer ces problématiques-là. On doit être capable de gérer des flux de reverse logistique. Aujourd'hui, tout n'est pas prévu pour ça. Alors nous, à l'époque, mais personne ne savait récupérer un lave-linge dans une habitation pour faire autre chose que le mettre à la benne. C'est tout bête quand on y pense, mais en fait, il faut des systèmes de conditionnement, de reprise, des flux qui soient adaptés pour gérer de la reverse logistique et du réentretien de biens. Et la question doit être, est-ce qu'ils vont être pilotés par le metteur sur le marché ou pas? Et ensuite, vous avez un autre gros problème très important qui est le changement de modèle économique et le poids que vont avoir ces modèles sur les coûts d'acquisition et le besoin en fonds de roulement des entreprises. Puisque vous avez des biens des entreprises notamment dans le commerce qui très souvent fonctionnent avec un BFR négatif. Donc souvent on a vendu le produit avant d'avoir payé son fournisseur. Et là on rentre dans des modèles où on va lisser les revenus très fortement dans le temps. Et donc même pour des grosses entreprises, des modèles comme ça, en toute petite taille, peuvent très rapidement peser énormément sur les comptes. Donc voilà, pour les petits freins. Et je vais laisser Morgane nous parler. Merci. Merci, Émeric. Donc Morgane, effectivement, Morgane de chez Libellou, on se connaît bien, on est dans la même fédération du réemploi, dans la commission EFC, économie de la fonctionnalité et de la coopération. Toi qui as lancé effectivement ton modèle, moi j'aime beaucoup parler avec toi parce qu'à chaque fois on voit tous les écueils qui arrivent de l'entrepreneur et qui se lance dans l'usage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta vie un petit peu avant, quand tu as lancé, la vie aujourd'hui et la vie de demain? Alors moi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé Libellou sur un besoin personnel. Donc, à la naissance de mes enfants, j'ai cherché un moyen de leur proposer des jeux éducatifs sans les acheter. Ça n'existait pas. Je travaillais dans le milieu hospitalier auprès d'enfants et donc j'ai décidé de créer Libellou. Et maintenant, je m'amuse souvent à dire que quand on me demande « tu fais quoi dans la vie ?» je dis « je loue des jouets ». Mais la simplicité de ce que je fais s'arrête à la fin de cette phrase. J'adore. Parce que ce que l'on ne voit pas, c'est en effet la gestion et la complexité opérationnelle de ce qu'il y a derrière.
Pour la petite histoire, je vais vous raconter la première année de Libellou. La première année de Libellou, j'étais très fière de moi. J'avais réfléchi à tout. Je lance un site web. Bon, comme tout le monde qui lance un site web, ce que je n'avais pas vu venir, c'est que personne ne vient dessus, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je trouve quelqu'un qui est d'accord pour tester, qui a soi-disant un petit peu d'influence, et qui est d'accord pour tester Libellou et donc notre concept. Je lui envoie des jeux. Je partais en vacances le lendemain, parce que j'avais quasiment pas eu de colis de commandes jusqu'ici. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire back-office, on va gérer. Ma mère, au secours au cas où. Et cette femme-là parle de Libellou, et là, ça s'affole. Mon stock part en 2 heures. Et la première année de Libellou, c'est ça. C'est un coup de com', un stock qui part, plus de trésorerie, on attend que ça revienne. Du coup, on refait du stock, du coup, on refait un coup de com', et ça, vous pouvez mettre ça en boucle non-stop pendant une année. Donc les professionnels vous diront un stop and go, c'est pas l'idéal, hein, clairement. Moi, à l'époque, je n'avais pas ce recul que j'ai aujourd'hui, mais ça montre la complexité du modèle et la complexité du financement. Donc il y a deux solutions de faire. Soit on peut se dire, on a atteint une masse critique qui nous convient, on arrête la croissance et on atteint la rentabilité. Soit on essaye de vouloir développer au maximum l'activité, puisqu'on pense et on le sait que c'est les nouveaux modèles d'affaires qui vont permettre aujourd'hui de répondre à tous nos enjeux. Et dans ces cas-là, on va chercher la croissance. Mais cette croissance, forcément, elle va nécessiter et des coûts d'acquisition et également un coût de stock. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau client, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour faire venir ce client, mais j'ai aussi besoin d'argent pour avoir le stock nécessaire. S'offrent 2 choses pour nous. Soit on va voir les acteurs bancaires. Donc les acteurs bancaires, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution à nous proposer. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, on me dit « mais si, ça existe déjà, les solutions de location, de stock, il y a bien des acteurs bancaires qui savent faire ça ». On me met en relation avec un, ils me disent « ah oui, on sait faire. Par contre, il faut qu'on fasse un contrat tripartite avec vos clients. Donc, on va vous envoyer une feuille, il faut que vous les fassiez signer à vos clients. » Oui, mais moi, je fais du e-commerce, en fait. Je ne vais pas commencer à complexifier le parcours client, à leur demander 3 signatures sur un bout de papier, ça ne marchera pas. Donc ça, on laisse tomber. Ou encore, semaine dernière, un rendez-vous avec un banquier qui dit « si on peut vous accompagner sur le stock, on fait une poche et après on débloque à chaque fois que vous achetez du stock. » Je dis « mais des fois, on achète du stock sur 200 ou 300 € parce que c'est le besoin du moment sur une marque précise. » Ah bah non, on ne sait pas faire. Et donc aujourd'hui, on a cette complexité d'accès au financement sur nos métiers opérationnels qui sont la gestion de stock liée donc, au modèle. Et on a également, donc, du coup, recours à ce qu'on appelle une levée de fonds. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire en ce moment et ce qu'on mène en ce moment avec une levée de fonds en equity qui va nous permettre de passer un certain step et permettre de régler en partie, sur une courte durée, ces problématiques financières liées à la croissance de l'entreprise. Merci Morgane. Je retiens toujours ta phrase que j'adore quand tu... merci. Effectivement, on le voit, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une start-up, effectivement, enfin la start-up, tu vas m'engueuler, 5 ans, c'est plus une start-up. On voit sur des modèles courts, toi, où tu as des rotations assez rapides, même dans ce principe de financement, c'est pas forcément évident. On le voit chez Lokeo à l'époque, chez Boulanger, et pourtant c'est un grand groupe, mais des produits plus élevés, avec des durées plus longues. On se heurte à la logique de financement et on voit qu'effectivement, le modèle existant bancaire, financier aujourd'hui ne correspond pas. Alors du coup, on se tourne vers l'ADEME. Et puis on dit, Vincent, quel type de dispositif as-tu ? Oui, on se tourne vers l'ADEME. Alors, ce qu'on essaye de faire à l'ADEME sur cette thématique, on parle d'un changement de modèle économique, hein, donc c'est des choses assez profondes quand même, c'est une transformation de l'entreprise, je le redis quand même. Des aides directes ou indirectes, et c'est pas que du financement, c'est pas qu'un chéquier l'ADEME, je tiens à le préciser. je le dis pour après la conférence. L'ADEME, elle intervient à différents niveaux. Elle intervient sur beaucoup de thématiques. Vous entendez peut-être un peu plus parler en ce moment quand on parle de sobriété ou autre. On intervient sur la plupart des thématiques, ça peut être le bâtiment, la mobilité, l'habiter, l'alimenter, etc. Et sur les modèles économiques, en fait, là, on essaye, nous, à notre niveau, de faire monter en puissance l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de l'usage. On n'est pas dogmatique. Le but, c'est d'avancer. C'est d'aller soit sur des aides individuelles. Et donc là, ça dépend
Des fonds qu'on a aussi, hein, on se bat tous à notre niveau pour avoir des fonds. Donc moi, je me bats avec ma collègue sur le changement de comportement et dans notre service qui est la consommation responsable. Et donc, suivant les régions, donc c'est nos directions régionales hein, qui sont la colonne vertébrale de l'ADEME, il peut y avoir des fonds, du fonds économie circulaire. Et là, du coup, vous pouvez aller solliciter votre direction régionale, voir si vous pouvez être accompagné. Mais il y a plusieurs steps, comme on disait tout à l'heure. Il ne faut pas y aller comme ça. Il y a des clubs financés aussi en région par l'ADEME et d'autres partenaires, hein, ça peut être le conseil régional, où là, on finance des chargés de mission qui sont en charge de sensibiliser, qui sont en charge d'accompagner, qui sont en charge de mobiliser, enfin de sensibiliser vraiment tout le territoire pour aider les entreprises à intégrer un parcours, si possible, les sensibiliser, et ensuite intégrer un parcours d'accompagnement. Donc là, on finance aussi du temps consultant, et vous pouvez être accompagné sur 12 mois ou 18 mois pour commencer à transformer votre modèle éco. Donc ça aussi, c'est de l'investissement, et c'est un maillage territorial, et c'est de la dentelle. D'accord ? Donc on finance des clubs en direction régionale, on peut financer des entreprises au niveau individuel, on finance de la recherche. C'est important aussi pour le coup, parce qu'on a un ministère de tutelle qui est aussi la recherche. On a 4 ministères de tutelle hein, depuis peu. Le ministère de la transition écologique, je ne fasse pas de bêtises, le ministère de la transition énergétique, le ministère de la recherche, et certainement aussi du coup, le cabinet de la Première ministre avec la planification écologique. Donc voilà, mais je n'ai pas encore rencontré tout le monde. Et donc du coup, voilà. Et au niveau national, on essaie de créer de la cohérence et de communiquer aussi, de travailler sur la définition, voir comment on peut rester cohérent et garant d'un modèle économique sans non plus, ce que je disais tout à l'heure, être dogmatique, essayer de l'ouvrir à un maximum de gens, le vulgariser, ce que c'est que l'économie d'usage ou l'économie de la fonctionnalité. Et on met aussi des actions au niveau national. Là, on lance demain un accompagnement grand groupe. Donc, comme je vous parlais de l'accompagnement sur 12 ou 18 mois de plusieurs entreprises, souvent plus TPE, PME, nous, dans notre scope, on est à plus de 500 entreprises reconnues accompagnées. D'accord ? Déjà, hein, pour le coup, il y en a certainement plus. Il y en a qui le font sans le dire, il y en a qui le font sans le savoir. Là, le but, c'est de travailler avec des grands groupes. Donc, on peut en citer quelques-uns, Suez, Engie, BASF, des petites entreprises, Carrefour, qui vont, pour le coup, à partir de demain, être accompagnés pendant 18 mois par des consultants, dont un à ma gauche d'ailleurs. Et donc, voilà, et voir un peu, parce qu'il y a quand même la partie recherche, comment on accompagne ces grands groupes qui sont avec des dizaines de milliers de salariés, une atomicité, de l'inertie, etc., voir comment on peut les accompagner sur 18 mois. Donc voilà, on travaille aussi sur les territoires avec Coopter. Je vous invite à aller sur le site ADEME, sur la librairie ADEME. Maintenant, pour le coup, les sites ont bien été refaits, je trouve. Et sur Agir pour les entreprises et ou les collectivités et ou les citoyens, vous avez votre page qui est dédiée et vous pouvez voir un peu, avoir les informations sur les contacts en région, etc. Parce que comme ça, toi, je pouvais parler beaucoup, en fait. Oui, je sais. Non, ce qu'on a animé, Vincent était l'invité de la commission EFC chez Aircube la dernière fois. Et effectivement, je sais que tu peux en parler longuement. Je sais que tu nous donnes des bons plans et c'est toujours bien. Donc, si j'ai bien retenu, il faut être voir pour de l'argent. Je ne rebondirai pas. Ben, ouais, je ne vais pas engueuler, c'est pas grave. Non, je plaisante. Ben, effectivement, les institutions publiques sont présentes. On a quand même un problème de modèle, d'un modèle où on est plutôt sur une logique de produit, une vente linéaire. Je vends un produit, j'ai une marge. On bascule dans le monde de l'usage sur une logique de cycle, des solutions qui reviennent avec un réemploi. Forcément, on est face à des indicateurs financiers qui ne correspondent pas, à des logiques économiques qui ne sont pas connues des interlocuteurs financiers. Bon, j'ai un peu spoilé la réponse, mais Fabrice et Émeric, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui nos institutions financières sont capables de répondre aux enjeux d'une manière ou d'une autre? Je vois que alors bon, la réponse était un petit peu spoilée, c'est à 99% non. Il existe quand même une possibilité qui est, si vous êtes un énorme faiseur, que vous avez des volumes qu'aucune entreprise n'a jamais fait dans ces modèles-là, de pouvoir titriser vos créances clients. Comme ça, on parle d'ingénierie financière, mais donc c'est une solution qui n'est absolument pas pratico-pratique, mais c'est celle qui finit par être proposée du fait de l'inexistence d'autres solutions. Donc effectivement, il y a un vrai besoin aujourd'hui que les opérateurs financiers puissent mieux valoriser la valeur de cette activité-là pour être capables d'apporter des solutions de financement adaptées. Un des exemples qui est très simple, c'est
la capacité à valoriser sous forme d'un équivalent. Alors, je suis désolé, je rentre un peu dans l'ingénierie financière, mais au bilan, aujourd'hui, vous avez des stocks ou des créances clients. Quand vous avez un produit qui est mis en location dans le cadre d'un contrat qui n'est pas avec une option d'achat, du coup, qui ne rentre pas dans la réglementation du crédit, ça n'existe pas sous forme d'une créance client. Donc, vous avez toujours du stock, mais vous n'avez pas de créance client en face. Or, vous savez qu'un financier, aller chercher de l'argent pour financer un poste de créance client, c'est un petit peu plus facile que pour financer un poste de stock. Donc, ça fait partie, par exemple, des lignes qui pourraient être intéressantes de dire comment est-ce qu'on va créer une notion équivalente à la créance client, qui n'aura pas exactement le même sens juridique, mais qui correspondra à un client qui a un produit en usage dans le cadre d'une offre d'usage, et donc qui a un engagement d'apporter des cash flows futurs. Ça pourrait être donc la piste principale, en tout cas en grande conso. Alors, bon, c'est le nerf de la guerre. De toute façon, si on n'arrive pas à trouver cette ingénierie, on ne va pas y arriver. Je vous donne un exemple. On travaille sur un concept building avec l'ESSEC du bâtiment banque de matériaux, cette fois-ci. Donc là, il s'agit de la fonctionnalité des matériaux constitutifs d'un ouvrage. Aujourd'hui, quand une maîtrise d'ouvrage achète un ouvrage, quel qu'il soit, il achète un usage. Avant tout, en réalité, ils s'en foutent d'être propriétaires du béton, de l'acier, du plâtre, etc. Ils s'en foutent complètement. Surtout que la plupart du temps, en fin de vie ou lors des grosses rénovations, il sait que ça va lui coûter de l'argent de se débarrasser de tout ça en tant que maîtrise d'ouvrage, compte tenu de la responsabilité aujourd'hui du propriétaire. Et donc, nous, ce qu'on envisage de faire, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, du fait de la difficulté d'ingénierie financière, c'est de dire, là, demain, on vous propose toujours un ouvrage, mais les industriels vont rester propriétaires des équipements du second œuvre et même de l'ossature, parce qu'on estime que si on arrive à faire en sorte que ces équipements puissent être thésaurisés sur un bâtiment construit pendant X années et qu'on pourra les récupérer en fin de vie ou lors des grosses rénovations pour pouvoir les réutiliser pour continuer de construire autre chose, ça sera moins de gaspillage d'énergie grise et de ressources minérales. Et on n'aura pas besoin d'aller chercher des ressources primaires en permanence pour toujours construire ou aménager la ville. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question du financement initial, que vous soyez en travaux, en rénovation ou en travaux neufs. C'est-à-dire que, initialement, c'est bien le constructeur qui va devoir acheter ses équipements et ses matériaux. Quand on sait que dans un bâtiment, 25% du déboursé sec, sur un bâtiment qui vaut 100, 25% c'est le coût des matériaux. Si on ne vend pas les matériaux à la maîtrise d'ouvrage et que les industriels restent propriétaires, comment on va financer ces 25%? Quand on sait que les marges dans le bâtiment, c'est 2% ou 3%, faire un cadeau de 23%, c'est juste pas envisageable. Donc l'idée, c'est bien sûr de trouver un établissement bancaire qui va financer ces matériaux. Et ensuite, le propriétaire va rembourser ces matériaux avec un droit d'usage. Voilà, une espèce de prêt. Donc en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une espèce de démembrement entre l'usage d'un ouvrage et les matériaux constitutifs. Alors pourquoi c'est important de faire ça? C'est important de faire ça parce que aujourd'hui, notre industrie, l'industrie du BTP, c'est 42 millions de tonnes de déchets du bâtiment produits tous les ans, source ADEME. Donc c'est juste énorme, avec des taux de réemploi, tenez-vous bien, on est quand même à la veille de la fin du monde, on est avec des taux de réemploi de moins de 1%. Donc quand on construit des trucs comme ça, là, en fait, on réemploie moins de 1% en fin de vie des bâtiments. Et le recyclage, il est à peine à 60% pour les pondéreux. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de tonnes qui, depuis des décennies, finissent en déchets ultimes dans des centres d'enfouissement, alors qu'on pourrait, bien entendu, les réutiliser si ça avait été conçu pour être réutilisé, réemployé. C'est juste... alors ça, c'est à l'échelle de la France. Alors je ne dis pas à l'échelle planétaire. C'est juste une gabegie exceptionnelle. Donc, s'il y a des banquiers dans la salle, on voudrait créer des espèces de livrets matériaux. Après tout, dans cette salle, là, vous pourriez très bien avoir envie d'épargner un petit peu d'argent dans des livrets matériaux, parce que dans le cadre des activités que nous avons aussi au Shift Project, parce que je suis aussi administrateur du Shift, on sait que l'acier, le bois, l'aluminium, même le plastique, dans les années qui viennent, ça va prendre de plus en plus de valeur. C'est pas compliqué de savoir pourquoi. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de gaspiller ces matières premières, d'arrêter de penser que le recyclage ne sera que la seule voie, parce que le recyclage, c'est déjà une défaite
compte tenu du coût énergétique de la récupération de ces matières premières, du retraitement et de la réutilisation dans les circuits industriels. Donc la seule voie pour essayer de se recaler le plus vite possible sur les limites planétaires, c'est certainement pas le recyclage, c'est le réemploi. Et donc les éléments constitutifs, il faut qu'ils soient éco-conçus pour pouvoir être facilement démontés. Il faut que pendant leur durée de vie, ils puissent avoir une traçabilité numérique pour qu'on sache où ils sont, et que ceux qui les ont fabriqués une première fois en restent propriétaires pour ensuite faire en sorte que ces éléments constitutifs puissent être réemployés dans d'autres bâtiments forever. On appelle ça le design forever. Et ce n'est pas la science-fiction que je vous dis là, parce qu'en France, ça ne se fait pas du tout, ou quasiment pas. Aux Pays-Bas, cette notion d'urban mining sur des bâtiments, ça commence à venir. Il commence à y avoir quelques modèles économiques pour des bâtiments industriels à ossature métal, où ArcelorMittal reste propriétaire de l'acier. Ça, c'est quand même un bon modèle. Mais ce n'est qu'un élément du bâtiment. Il reste quand même tout le reste, les façades, les faux planchers, tous les éléments de décoration, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Nous, on est ultra motivés pour aller vers ce modèle-là, parce que, je le répète, ça permettra de faire baisser le coût d'acquisition au client, parce qu'il ne sera pas propriétaire des matériaux. Ils s'en foutent d'être propriétaire des matériaux, mais complètement, vraiment pas. Et ça nous permettra, nous, de nous constituer petit à petit ce vivier de matériaux dont on va avoir besoin dans le futur, sachant que l'accès aux ressources vierges pour en fabriquer d'autres va devenir de plus en plus compliqué compte tenu des pressions environnementales qui existent et qui vont être de plus en plus importantes sur les producteurs. Enfin, je ne sais pas si j'étais bien clair, mais... Très, très clair. Enfin, pour moi, oui. Après, je sais pas. A priori, oui. Merci, Fabrice. On a parlé des écueils ou de la complexité de monter certains modèles. Il y a un autre modèle aussi, enfin, c'est pas un modèle, c'est quelle est l'évolution justement de ce modèle à terme. Morgane, aujourd'hui, tu proposes une solution de location. Quels sont je sais que tu phosphoires beaucoup et tu réfléchis beaucoup à l'évolution de ton business. Quelles pourraient être les pistes en passant d'un modèle, on loue un équipement, on loue un produit, à finalement avoir une autre promesse client ensuite? Oui. Alors, la réflexion, elle est globale. C'est-à-dire que quand un enfant joue, il joue pour apprendre, il joue pour grandir. C'est son matériel d'apprentissage. L'idée, bien évidemment, c'est pas de se contenter de fournir le matériel, mais d'accompagner plus globalement la parentalité avec une offre plus globale sur la parentalité, le conseil du bon jeu au bon moment. Et c'est vers ça qu'on va tendre, puisqu'en tout cas, comme on le dit, ça ne peut se construire qu'avec une offre servicielle autour. On croit beaucoup au service. Mais je tiens à préciser vraiment l'impact positif de ce modèle, parce que prenons l'exemple que nous, on connaît bien, qui est celui du jouet. Qu'est-ce qui porte la valeur de ce que l'on fait aujourd'hui ? Ce n'est pas la production d'un jouet, plastique ou non d'ailleurs, à l'autre bout du pays. Ce qui fait la valeur de mon service, ce qui fait la valeur de Libellou, c'est Nadine, qu'on a recrutée via un contrat, via une association d'aide à retour à l'emploi, et qui va porter ce travail, et c'est ça que vous achetez. C'est la personne qui va faire en sorte que la durée de vie du produit va durer plus longtemps. Et là, on déplace un petit peu la logique, c'est-à-dire que vous n'achetez plus une production délocalisée, vous achetez du travail fait en France. Donc on souhaite vraiment pouvoir continuer et développer au maximum ce modèle pour pouvoir augmenter notre impact, parce que forcément aujourd'hui on n'est encore que naissant, même si on commence à avoir beaucoup d'expérience, on a besoin de démultiplier notre offre et de la faire connaître au plus grand nombre. Donc d'où le fait qu'on lève des fonds. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre sur le stand d'Imagreen après la conférence. Et oui, je fais un petit peu de pub. Et donc tout ça va nous permettre, sur la masse, d'avoir de l'impact. Et on va continuer également à aller au bout de nos engagements et de continuer à travailler sur notre impact, tout en travaillant sur un bilan carbone pour pouvoir mesurer au maximum ce que l'on fait et pouvoir réduire au maximum les externalités négatives qui peuvent rester sur ce modèle-là. Merci Morgane. On a fait un peu, enfin on a balayé un peu effectivement les différents sujets de la roue de l'usage, les différentes étapes de la prospective. J'ai une question sur les indicateurs financiers.
parce que c'est vrai que quand on change de modèle, il faut changer la façon de le constater et aussi la façon de communiquer auprès des tiers. Aymeric, peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, et Vincent peut-être après? Oui, très vite. Avant, je voudrais juste rebondir sur un propos qu'a introduit Morgane sur le sujet. Le sujet, c'est bien qu'on parle de modèles qui sont hautement plus performants en termes de conciliation de la rentabilité et de la performance environnementale. Et donc, il faut le faire. Et donc, on ne s'adresse pas qu'aux banquiers, on s'adresse aussi à tous ceux qui veulent proposer de nouveaux modes. Commencer à travailler dessus et aller voir déjà maintenant vos banquiers, parce que plus ils vont avoir de demandeurs de solutions de financement, plus ils vont aussi eux-mêmes bouger. Et ce sera beaucoup plus efficace que nos actions à nous. Voilà, dans les indicateurs financiers, extra-financiers, bon, on va le faire rapidement pour vous laisser du temps sur les questions. Il y a un indicateur qui devient très important, qui est celui de la valeur vie client, Customer Lifetime Value, ça s'appelle en anglais, c'est un indicateur plutôt assurantiel, qui montre bien une logique d'accompagnement, qui est de dire on n'est pas dans une action one-shot de je te vends un bien et je fais ma rentabilité sur la vie du bien, mais plus de dire j'accompagne une personne, un foyer, un enfant dans sa croissance, et donc je vais piloter sur le long terme la rentabilité de mon investissement. Et donc l'idée est de dire cette valeur vie client doit être supérieure à mes coûts d'acquisition et mes coûts de fidélisation. Et le modèle prend de la performance quand on commence à intégrer, par rapport à la comparaison avec le modèle classique, les coûts d'acquisition. Puisque quand vous faites de la vente récurrente, vous remettez à chaque fois un coût d'acquisition qu'on mesure très très mal. Vous rachetez des mots-clés à Google, vous rachetez de la PLV, vous rachetez des 4x3 selon la façon dont vous acquérez du trafic. Alors que quand vous êtes dans des offres de services et d'accompagnement, vous fidélisez beaucoup plus et donc vous allez vous rattraper sur le long terme. Donc on est dans des modèles économiques plutôt avec des indicateurs de long terme. Et pour les autres, je vous en ai déjà parlé, c'est d'avoir un BFR qui va plutôt valoriser un équivalent de créance client de stock vendu plutôt qu'un stock qui est un stock non vendu, qui est aujourd'hui la façon dont c'est modélisé dans les comptas. Alors, Vincent, quand on lance ce type d'activité, quels sont les indicateurs plutôt RSE qu'il va falloir mettre en place rapidement pour mesurer? Pour rebondir sur ce qu'a dit Morgane, c'était bien à l'appareil de valeur. Déjà, on se pose la question, alors c'est pas du tout antinomique avec ce qui vient d'être dit, hein, mais est-ce qu'on veut créer... Et non, mais pas du tout, c'est important, c'est bien, c'est la vraie vie, il faut marcher sur deux jambes. Pour le coup, est-ce qu'on cherche à créer de la richesse? Et donc là, on reste dans le pendant classique de l'accumulation et du volume. Donc du coup, c'est pas ce qu'on est en train de rechercher ici. Ou est-ce qu'on cherche à créer de la valeur? Et du coup, cette valeur, c'est laquelle? C'est celle qui répond aux besoins réels de notre société. D'accord? Ce qui peut nous permettre potentiellement d'essayer de tendre vers... Alors le mot sobriété est tellement tendance, je suis désolé, nous ça fait quelques années qu'on en parle, mais une sobriété un peu moins contrainte dans tous les cas, okay, et qui colle aux réels besoins de notre société, du coup des clients. Alors des indicateurs, on en a déjà donné pas mal, mais tu parlais de ressources immatérielles ou d'effets utiles, etc. Il y a la montée en compétences des collaborateurs quand vous êtes une entreprise. C'est une ressource immatérielle qui est juste énorme. Et du coup, là, pour le coup, de la formation ou autre, vous allez aussi réussir à créer de la valeur dans votre entreprise et switcher, et c'est pas un gros mot même à l'ADEME, pouvoir parler de trouver une nouvelle offre qui va vous permettre aussi de faire un pas de côté et de créer des nouveaux marchés. Mais par contre, nous, on est bien d'accord qu'on prend en compte tout l'aspect social, sociétal et environnemental. Donc du coup, là, il y a des indicateurs entre guillemets plus classiques, tu en as parlé. Ça peut être l'empreinte carbone, ça peut être la baisse de la consommation de matières premières, ça peut être la durée de vie du produit, ça peut être son taux de recyclabilité. Donc tous les outils de l'économie circulaire, réparation, réemploi, etc., qui peuvent venir nourrir la transformation du modèle économique qu'est l'économie d'usage ou l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Il faut bien se dire que ça, c'est dès le départ. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Je l'ai mis en rouge, marqué important, il faut en parler dès le départ. Parce que pour le coup, c'est plus simple, on l'a dit, de prendre ça en compte quand vous lancez votre activité ou quand vous allez lancer peut-être, je sais pas, un nouveau produit ou un nouveau service, que de rattraper après. Surtout qu'en plus, il y a la contrainte réglementaire, tant mieux, hein, je suis désolé, mais voilà, pour essayer aussi de faire bouger un peu les choses, etc. etc. Donc voilà, et du coup, des indicateurs, il y en a d'autres, hein. On peut parler d'égalité femmes-hommes, qui est importante, qui fait avancer beaucoup les choses. On peut parler du taux de formation, on peut parler de l'inclusion, et Morgane vient d'en parler aussi, c'est de la création d'emplois ou c'est de sauver de l'emploi. Donc voilà, il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent être pris en compte, entre guillemets faciles à mesurer, si on part sur des nouveaux marchés aussi, on peut en parler, avec un nouveau modèle éco. Par contre, ça ne se fait pas en 6 mois.
Voilà, ça c'est clair et net. La transformation d'un modèle économique, ça se fait en 6 mois. Et c'est difficile d'en parler en 30 secondes. Je dis toujours, demandez à Keynes, à Marx ou à Adam Smith de faire un pitch elevator. Je pense qu'il vous mettait un coup d'encyclopédie dans la tête à la base. Donc voilà. Sauf qu'on essaie de le vulgariser et on peut commencer à le mesurer. Est-ce qu'on a le droit? Nous, on se fait taper tous les jours à l'ADEME. Enfin, en tout cas, on est 2 sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Pour dire, bah ouais, mais c'est difficile, c'est bien, vous en parlez, mais comment on l'évalue? Donc on est aussi en train de travailler là-dessus avec ces indicateurs. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre intervention. Je pense qu'on retiendra effectivement les différents sujets à aborder quand on veut se lancer dans ce type d'activité, à la fois sur le financement de l'activité, sur l'évolution des métiers opérationnels, les changements des indicateurs, c'est ce qu'on vient de voir. On a, nous, sorti chez Simple un livre blanc sur l'usage, que je vous invite évidemment à télécharger. Et Aïlo sera content, c'est mon chargé de com, il va être content. Et par contre, parallèlement, on travaille à la commission, au sein de la fédération Aircube, il devrait sortir un position paper qu'on a rédigé à l'occasion d'université. Et au sein de ce position paper, on a toute une partie sur l'EFC. Et donc, on a sorti trois mesures. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui était là autour de la table, n'est-ce pas, Morgane, sur des possibilités, sur une reconnaissance du modèle, parce que la difficulté de notre modèle aujourd'hui, c'est que c'est ni l'allocation, ni du financement, ni du crédit, ni la LLD, ni rien du tout. Donc, soit on attend d'être légiféré comme ils pourront, soit effectivement on intervient sur ce cadre et on fait en sorte d'organiser ce modèle d'usage et de ne pas le comparer à des logiques de financement, donc d'acquisition, puisqu'on est vraiment à l'opposé. On souhaiterait également une TVA réduite sur ce type d'usage, parce qu'on ne va pas payer la TVA ad vitam aeternam. Nous sommes des entreprises, vous doutez bien qu'on règle, alors on récupère la TVA, mais enfin on remet du cycle de TVA, on en remet sur du produit d'occasion, ça devient très compliqué. Donc on voudrait tout de suite, pour éluder le problème, une TVA réduite sur les prix vendus sous forme d'usage, parce qu'il y a une logique de remploi. Enfin, et là on est auprès des services de l'État, d'avoir une logique. Alors, il est clair que le financement, c'est à nous d'aller chercher, c'est à nous d'expliquer le modèle auprès des financiers, c'est à nous de faire la démarche. Mais à un moment donné, si l'État pousse sur une caution solidaire d'une forme ou d'une autre, de BPI ou autre, on pourrait accélérer le financement du stock et du BFR et permettre à Morgane de louer plus de jouets et à moi de louer plus d'équipements et d'avoir plus de produits en réemploi et à réutiliser. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est là. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour des questions ou pas de questions? On n'a pas vraiment quelques minutes? On s'en va? On peut dire... Pardon. Bonjour. Moi, j'ai un cas auquel je pense, c'est les batteries. Il y a des solutions aujourd'hui de batteries qui sont louées alors, par la même personne, le produit et la batterie, mais on est quand même dans un produit qui est intégré dans un autre. Mais sur l'industrie, je laisse peut-être répondre, Fabrice. De toute façon, il va falloir qu'on sache le faire, hein, parce que tout le monde ne va pas basculer entre le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, cette gestion de la complexité de ceux qui vont s'y mettre et puis ceux qui vont attendre un peu, on va être dans une période de transition. Et l'histoire de la TVA est très importante, je peux en dire un mot. Si on considère que les bâtiments demain, si je prends cet exemple-là que je connais bien, vont devenir des banques de matériaux pour la rénovation ou les futurs bâtiments d'après-demain, si ça coûte plus cher de faire un curage propre, de faire du démontage que d'acheter du neuf, bah, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, comme hélas, la matière première, malgré l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, reste encore inférieure au coût de main-d'œuvre nécessaire pour le démantèlement, le démontage, la compétitivité entre le neuf et l'ancien n'est pas assurée. Donc c'est pour ça que cette histoire de TVA, c'est vraiment la clé pour que ça démarre. Alors après, effectivement, il y aura des industriels qui vont rentrer plus rapidement dans ce modèle d'usage par rapport à d'autres industriels.
On voit bien maintenant dans les grosses sociétés, bon, tout le monde donne l'exemple de Michelin, parce que c'est le seul qu'on a vraiment à donner aujourd'hui, mais heureusement il y en a quelques autres qui louent ces kilomètres parcourus plutôt que ces pneus de camion, là, enfin qui ne vendent plus ces pneus de camion, mais qui a cette offre fleet. Je pense aussi à Hilti, et Hilti, ça rentre dans ce que vous venez de dire, qui avant vendaient, mais qui continuent de le faire, vendre leurs perforateurs sur les chantiers, mais maintenant ils proposent aussi un système de location, et donc ils restent propriétaires des machines, et ne les fournit qu'à la demande des chantiers, ce qui leur permet donc de conserver leur parc machine sans avoir à en refabriquer toujours d'autres. Et compte tenu de l'augmentation du coût du cuivre notamment, finalement, ce modèle de location à leurs clients, c'est un modèle qui commence à devenir plus rentable pour eux. Parce que je rappelle que fut un temps, les matières premières étaient tellement peu chères que cette logique du réemploi, du recyclage ne se posait même pas. Donc on rentre dans un monde où ça ne va plus être le cas du tout, au-delà des considérations environnementales et empreintes carbone. Donc c'est sûr que tout le monde ne va pas commencer en même temps, qu'il va y avoir des produits qui vont être hybrides avec une partie des composants qui seront toujours sur une approche linéaire et puis une autre qui seront sur une approche de location. Ça ne va pas être simple. Le numérique peut peut-être nous aider un petit peu là pour faire cette gestion différentielle. Mais ce qu'il faut surtout faire comprendre aux industriels, c'est que l'époque de la possession, du volume, de l'accumulation et de la sous-utilisation, parce que ça n'a pas été dit ici, mais on ne peut pas tout dire en une table ronde, mais ce qui est quand même terrible dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on a accumulé, comme dit Alain Souchon, des avoirs plein nos armoires, avec des taux d'utilisation qui sont ridicules. Et donc on a beaucoup stocké, on continue de beaucoup stocker des choses dont on ne sert jamais. Et au-delà de la place que ça prend, c'est la planète qu'on est en train de complètement détruire. Voilà. Merci.